Donc, on est toujours dans le séminaire L'Angoisse, le livre 10 de Jacques Lacan. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc à la 6e séance. Et nous faisons le chapitre 12. Le chapitre 12, qui commence dans la version poche que beaucoup d'entre vous ont, à la page 233. Et ça s'appelle, le titre qui a été donné par Jacques-Alain Miller, c'est pas Lacan qui donnait les titres, puisque Lacan, il n'a rien écrit, il n'écrivait pas, il les parlait. Il faut avoir ça en tête, c'est que Lacan n'a jamais écrit tous les bouquins que vous avez de lui, il ne les a pas écrits. C'est qu'il les a parlés, et c'est son gendre qui les transcrit. Ça a été enregistré, il est transcrit à partir de manuscrits et d'enregistrements. Il en fait des bouquins, ce que Lacan ne voulait pas. Je vous l'ai déjà dit, Lacan ne voulait pas être publié. Il appelait ça la poubellication. Et il s'opposait à ça très fermement. C'était pour lui, c'était l'horreur d'être publié, c'était complètement inutile, alors que les gens se battent pour être publiés. Lui, Lacan, c'était complètement l'envers du décor, il ne voulait pas l'être. Et c'est son gendre qui a fini par le convaincre, mais à la fin de sa vie, vraiment à la fin de sa vie. Il devait, tout près de la mort, il a fini par accepter, mais bon, ça ne l'enchantait pas du tout d'être publié. Parce qu'il disait que ça ne servait à rien. Que personne ne le lirait, de toute façon, et que ça n'avait pas d'intérêt. Heureusement quand même qu'il y a des transcriptions. Et le dernier séminaire paru, c'est celui de la logique du fantasme, parce que Jacques-Alain Miller, le gendre, il est lent. C'est-à-dire qu'il ne transcrit pas les séminaires comme ça à la mitraillette. Il en fait quand ça le chante. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, certainement. Et donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas parus. Il y en a 25, je crois, au total. Il me semble qu'il y en a 25. Entre 1953 et 1981. 26 entre 1953 et 1981. En 1981, ce n'est même pas un séminaire, c'est une lettre. C'est une lettre où il dissout son école. Il dit « mon école, c'est fini ». Parce qu'il y avait des tas de problèmes, il y avait des conflits, etc. Et son école, qui est devenue aujourd'hui l'école de la cause freudienne, qui existe toujours. Voilà, et qu'on peut voir, que vous pouvez trouver sur Internet d'ailleurs. C'est une école qui a un site sur Internet. Et moi, ça m'arrive assez régulièrement de discuter avec des gens de l'école de la cause sur leur site, sur certains points précis. Donc, ce chapitre 12, donc, comme je vous le disais, ce n'est pas Lacan qui l'a appelé l'angoisse signal du réel, c'est Jacques-Alain Miller qui donne des titres. C'est le gendre qui donne des titres au chapitre, puisque Lacan, il n'a pas fait de chapitre, il n'a pas fait de titre, il n'a rien vu de tout ça. Et donc, ça s'appelle l'angoisse signal du réel. C'est le titre et ça parle de l'angoisse, et ça parle de ce que Lacan introduit comme différence entre la peur et l'angoisse. C'est surtout ça dont il est question là-dedans. C'est essentiellement ça dont il est question. Parce que vous savez que, enfin, vous savez ou vous ne savez pas, il y en a qui le savent ici, comme mon confrère, le docteur Val, il le sait pertinemment, mais peut-être pas tous, ici, c'est que la psychiatrie classique considère que justement c'est l'inverse, que la peur a un objet et que l'angoisse n'en a pas. Dans la psychiatrie classique, c'est ça. La psychopathologie ordinaire, c'est de dire la peur a un objet, l'angoisse n'en a pas. Et donc Lacan, comme souvent, prend le contre-pied systématique de ça. Et il dit non, 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 la peur n'a pas d'objet, alors que l'angoisse a toujours un objet. Donc ça, c'est le côté un peu provocateur de Lacan. Lacan, il était très provocateur. Mais quand il faisait une provocation de la sorte, il l'étayait. C'est-à-dire qu'il a argumenté lourdement. Et d'ailleurs, tout ce séminaire, le livre 10, est entièrement une démonstration de ce que l'angoisse a un objet. C'est ça. Mais ça va complètement à l'encontre de la psychiatrie classique. Moi, j'ai toujours appris en psychopathologie classique que l'angoisse n'a pas d'objet. Ce qui d'ailleurs n'était pas stupide, puisqu'on la définissait comme une attente anxieuse de quelque chose de menaçant. Voilà. Et on peut encore... On ne peut pas jeter à la poubelle la définition de la psychopathologie classique, parce qu'elle a aussi sa cohérence. Mais Lacan se place à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus conceptuel. Donc voilà, beaucoup plus théorique.
Et donc, finalement, les deux positions ne s'opposent pas tant que ça. Enfin, moi, je ne trouve pas, personnellement. C'est-à-dire que l'une n'annule pas l'autre. Voilà, c'est surtout ça. Il y a certaines choses que Lacan a pu dire qui annulent en quelque sorte certaines choses de la psychopathologie classique, mais pas ça. Pas la question de l'angoisse. C'est plutôt, finalement, quelque chose qui va contre les thèses freudiennes. C'est ça qu'on va voir un petit peu, finalement. C'est que Lacan, dans ce séminaire-là, il abandonne un peu les thèses freudiennes très classiques, notamment à propos de l'Édipe. On va parler de l'Édipe un peu, parce qu'il en est question dans le chapitre, hein, assez longuement même, il en parle d'Édipe. Et donc, Lacan ne propose pas la tragédie édipienne de la même façon que Freud. Voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une avancée. D'ailleurs, il le dit, hein, il le dit dans le chapitre, hein, que l'approche freudienne lui semble notoirement insuffisante et que donc on ne peut pas en rester là. Voilà. Mais ça, on va en parler un peu plus en détail. Alors, il commence le chapitre en disant « Les meilleurs auteurs laissent apparaître ce sur quoi j'ai mis l'accent, que l'angoisse n'est pas sans objet. » Voilà. Là, ça commence comme ça, hein, c'est sa première phrase. Il annonce la couleur tout de suite. L'angoisse, elle a un objet. Elle a un objet, contrairement à ce que profère la psychopathologie classique. Et il savait de quoi il parlait en ce qui concerne la psychopathologie classique, puisqu'il était psychiatre, hein, Lacan. Il était médecin psychiatre. Donc il la connaissait par cœur, la psychopathologie classique. Il était d'ailleurs très ami avec un type qui s'appelait Henriet, qui était un médecin qui avait pondu un très gros bouquin sur la psychopathologie classique, qui a fait référence pendant des années. Je ne sais plus si on s'en sert encore beaucoup de Henriet, mais pas trop, moins maintenant. Oui, c'est un peu vieillot. Mais c'était un peu la Bible des étudiants en psychiatrie dans le temps, le Henriet. Et Henriet et Jacques Lacan se connaissaient et étaient amis. Hein. Ils avaient une sorte d'admiration mutuelle, finalement. Il n'y avait pas de mépris du tout. Alors, il dit, Freud évoque l'indétermination de l'angoisse. Il y dit que l'angoisse est angoisse devant quelque chose. Alors oui, c'est vrai que Freud dit ça, mais Lacan, ça ne lui suffit pas qu'on ait dit ça, hein, que Freud ait dit l'angoisse est angoisse devant quelque chose. Donc finalement, peut-être que Freud accorde aussi à l'angoisse une tonalité objectale, c'est-à-dire qu'elle pourrait avoir un objet, mais il ne s'explique pas là-dessus, Freud. Il ne s'explique pas. Parce que pour Freud, l'angoisse, c'est essentiellement la séparation d'avec la mère. C'est essentiellement ça, hein, la séparation d'avec la mère. La séparation radicale, vous savez, le jeu du Forda, hein, le petit-neveu de Freud qui jouait à la, pas là, Forda, là, pas là, etc., la bobine, qui, si vous voulez, représentait, métaphorisait la présence ou l'absence de la mère. Et donc, l'enfant jouait à Forda pour s'habituer à l'absence de la mère et ne pas être angoissé, justement, du fait de l'absence de la mère. Donc, c'est comme ça que Freud situait l'angoisse, essentiellement dans la séparation d'avec la mère et la séparation de ce qu'il appelait la chose, avec un C majuscule, Freud. Alors, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le concept de la chose freudienne parce que c'est compliqué. Mais sachez quand même que ça représente, si vous voulez, la mère de manière tout à fait métaphorique, métaphorisée. La mère comme signifiant, la mère symbolique, quelque chose comme ça, si vous voulez. Quelque chose de littéralement initial, originel, originaire. Et lorsque l'on s'en éloigne, eh bien, on peut être angoissé par cette séparation d'avec la chose maternelle. Voilà. Mais bon, je vous le dis, Lacan n'était pas satisfait de cette approche, même s'il la trouvait tout à fait pertinente. Ça, il n'a pas dit le contraire. Donc il dit ça, on ne peut pas se contenter de ça. Hein. Il dit ça, page 234 hein, du livre de poche. On tend à accentuer l'opposition de la peur et de l'angoisse, c'est ce qu'il fait, lui. Hein. Alors c'est là qu'il affirme sa position, il dit on fait l'erreur d'accentuer que la peur a un objet et pas l'angoisse. Voilà. Tout de suite, hein,
il donne la couleur de son point de vue, puisqu'il dit on tend à accentuer ça, et il dit, il y a même un psychiatre allemand qui s'appelait Goldstein, qui est assez connu quand même, hein, qui a vécu jusqu'à les années 65, par là, un truc comme ça, et que Lacan aurait pu rencontrer, qu'il a peut-être rencontré, j'en sais rien, et dont on dit que c'est le père de la neurologie moderne, parce qu'il était psychiatre et neurologue, et qui a beaucoup insisté justement sur la notion d'objet dans l'angoisse, et de manière tout à fait systématique. Et donc Lacan dit, Goldstein, il avait son point de vue, mais je ne le partage pas. Voilà, le point de vue de Goldstein. Il le cite dans le chapitre, hein, Goldstein. Il parle de Goldstein, disant que Goldstein a insisté sur le caractère orienté de la peur, le caractère orienté vers un objet. Et ce n'est pas Lacan. Lacan ne retient pas cette chose-là. Alors tout de suite, il parle de Tchekhov, de l'écrivain russe Anton Tchekhov, hein, qui s'écrit T-C-H-E-K-H-O-V. Il y a un H après le K, Tchekhov, et ça se termine par un V. Hein. Tchekhov. Anton Tchekhov, qui est donc un écrivain russe extrêmement célèbre, qui a même été célèbre de son vivant. Hein. Pas tout de suite, mais il a écrit beaucoup de nouvelles, énormément de petites nouvelles, et qui finalement ont fini par être publiées dans un journal, un petit peu comme un récit à épisodes, hein, si vous voulez, des épisodes, et il est devenu très connu en Russie, comme ça, parce que ça paraissait tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je ne sais plus trop, ces nouvelles. Et donc les gens se ruaient là-dessus, et il est devenu célèbre très vite, d'abord en Russie, puis ensuite dans le monde entier. Et c'est vrai que Pardon ? Il était médecin, tout à fait. Oui, il était médecin aussi, Anton Tchekhov, tout à fait. Et donc il est devenu célèbre, et ces nouvelles, on les trouve surtout... alors si vous voulez les lire, il vaut mieux éviter d'acheter la collection Pléiade, parce que c'est très cher, extrêmement cher. Hein. Il y a 3 tomes dans la collection Pléiade dans lesquels il y a toutes les nouvelles. Il y a l'œuvre 1, l'œuvre 2, l'œuvre 3. Ça, c'est l'œuvre 1 que j'ai là. Et en fait, chaque bouquin de la Pléiade vaut quand même 66 €. Hein. Donc c'est quand même très très cher. On peut le trouver en occasion. Hein. Moi, je l'avais acheté d'occasion. Bon, voilà. Et on le trouve mais même en occasion, c'est pas donné. Hein. J'ai dû le trouver à 45 € ou quelque chose comme ça. C'est pas très facile à trouver parce que c'est des éditions un peu luxueuses. Mais vous pouvez trouver des nouvelles de Tchekhov. Je vais vous donner un titre de nouvelles que vous pouvez acheter en poche. Ça ne coûte pas cher du tout. Ça a coûté 3 €, un truc comme ça. C'est... comment ça s'appelle déjà? Et autres nouvelles. La Dame au petit chien, c'est ça. La Dame au petit chien et autres nouvelles. Et ça, vous pouvez l'acheter, ça ne coûte pas cher du tout. Et là-dedans, vous avez une dizaine de nouvelles de Tchekhov. Ça vous donnera la tonalité un peu de cet écrivain qui est quand même majeur. Hein. C'est remarquablement écrit, c'est très prenant, les nouvelles de Tchekhov. Moi, je trouve, hein, personnellement, je trouve ça très prenant. Parce que l'écriture est très forte, quoi. Hein. C'est vrai, c'est pas un écrivain du dimanche, quoi. Donc vous pouvez acheter ça, vous pouvez acheter La Dame au petit chien et autres nouvelles, et vous y lirez des nouvelles tout à fait sympathiques. Mais beaucoup de nouvelles de Tchekhov sont très angoissées. Hein. C'était un homme très angoissé aussi. Hein. Ces nouvelles sont... D'ailleurs, celle dont je vous lirai quelques extraits, et qui s'appelle Frayeur, justement. Vous voyez, leur titre, c'est Frayeur. Donc, eh bien, le tableau est assez sombre dans ces nouvelles-là. C'est pas horrible, mais c'est un petit peu sombre quand même. Pardon? Oh, les périodes de... Oui, d'avant la Révolution russe, oui. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Mais ça, La Dame au petit chien et autres nouvelles, ça se trouve dans toutes les librairies. Hein. C'est très facile à trouver, ça. Hein. C'est extrêmement facile à trouver. Ça aussi, c'est très facile à trouver, mais c'est très cher, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être pas la peine d'acheter ça. Donc, et alors, pourquoi est-ce qu'il parle de Tchekhov? Parce que Tchekhov a écrit donc des nouvelles qui s'appellent, dont l'intitulé est Frayeur. Alors, Tchekhov nous dit que ce ne sont pas vraiment des nouvelles, parce que c'est très court. C'est très court. Il dit que ce sont des impressions. Voilà. Il est défini comme des impressions, Tchekhov. C'est-à-dire qu'il a été dans des situations, Tchekhov, à un moment donné de sa vie, qui lui ont fait peur. Enfin, il en fait le récit, en tout cas, ce n'est pas lui personnellement, mais ses héros, entre guillemets, ont eu peur dans certaines situations, et il appelle ça frayeur. Voilà. Hein. Et d'ailleurs, je vous avais demandé lors de la première séance si quelqu'un pouvait me trouver la
la nouvelle qui s'appelle Angoisse, parce que ça reste déjà une énigme pour moi, hein, parce qu'il y en a une qui s'appelle Angoisse, dont Lacan parle, hein, mais qui est introuvable. C'est quand même stupéfiant. Je vous ai cité tout à l'heure ce bouquin que vous pourriez acheter qui s'appelle La Dame au petit chien et autres nouvelles. Et quand moi j'avais acheté ce bouquin-là il y a très longtemps, la nouvelle L'Angoisse était dedans, mais n'y est plus dans la nouvelle parution. Ce qui est étonnant parce que c'est une nouvelle magnifique. Moi je trouve que c'est la plus belle de Tchekhov. Je ne les ai pas lues toutes, hein, mais j'en ai lu quand même pas mal. J'en ai lu au moins les 2/3, sinon les 3/4. Et franchement, cette nouvelle-là, qui s'appelle Angoisse, elle est superbe. Mais je vous la photocopierai, parce que heureusement, j'en avais fait une photocopie. On la trouve sur Internet, hein, ceci dit. Mais je vous la photocopierai et je vous en ferai une distribution une prochaine fois, pour que vous puissiez la lire tranquillement, parce que je n'aurai pas le temps de vous la lire, elle est trop longue, mais elle est magnifique. Mais je vous en dirai 2 mots quand même, peut-être aujourd'hui, si j'ai le temps. Donc il parle de ces 3 petites impressions-là, qui ne sont pas tout à fait des nouvelles parce qu'elles sont très courtes, pour définir la peur. Voilà. Hein. Il se sert de Tchekhov en disant, on va lire ces petites impressions-là parce que ça va nous définir la peur. Alors la première impression, c'est quoi? La première impression, c'est un monsieur qui se trimballe dans la campagne russe, dans une calèche, et puis il est avec le fils d'un ami. Voilà, un petit garçon. Il est avec un petit garçon, et puis c'est la nuit qui tombe, le soir venu. Ils sont dans leur carriole, et ils racontent le paysage, etc. Il fait beau, ça doit être la belle saison, j'imagine. Et puis ils arrivent à l'orée d'un village, et dans ce village, il y a une église. Et au loin, donc, il aperçoit le clocher de cette église, et dans l'ouverture du clocher, si vous voulez, il y a une espèce de lueur. Et donc cette lueur, il la voit, il en parle au petit garçon, il dit « Ne vois-tu pas cette lueur dans le lointain ?» etc. Un petit garçon lui dit « Oui, je la vois. » Mais c'est bizarre, dit-il, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait une lueur dans le clocher, quoi. Je ne vois pas ce qui pourrait expliquer qu'il y ait une lueur dans ce clocher au loin. Puis il se rapproche, et plus il se rapproche, plus il a peur, parce qu'il ne parvient pas à comprendre pourquoi il y a cette lueur, le jour tombant, qui émane, qui sort de ce clocher, un peu comme un phare, si vous voulez, quoi, hein, qui projetterait un faisceau de lumière éclatant dans la nuit tombante. Et quand il arrive vraiment dans le village, il est pris alors là, il est pris d'une frayeur, d'une panique, on pourrait dire il a une attaque de panique en termes modernes, et finalement il tourne les talons, il tourne le galop de son cheval, et il s'enfuit. Et il s'enfuit parce qu'il ne parvient pas à comprendre pourquoi il y a cette lumière dans le clocher. Et donc, cette première nouvelle, cette première petite impression se termine sans explication. On ne sait pas pourquoi il y a cette nouvelle. Et donc, d'ailleurs, le narrateur, enfin, l'écrivain fait dire à son héros je ne comprends pas pourquoi il y a cette lumière. Je n'ai pas d'explication à cette lumière. Il le dit textuellement dans le texte. Hein. Et Lacan s'appuie sur ça pour dire on a peur hein, quand on ne peut pas expliquer quelque chose. On a peur quand il n'y a pas une logique à quelque chose, un sens logique, une explication satisfaisante à quelque chose d'inquiétant. Et là, à ce moment-là, on a peur. Mais il n'y a pas vraiment d'objet, si vous voulez. La lueur n'est pas un objet. Hein, la lueur en soi n'est pas un objet. Hein. Et donc, ce n'est pas la lueur en elle-même qui fait peur à cet individu. C'est le fait qu'il ne sache pas pourquoi il y a une lueur. Vous voyez? C'est ça la nuance lacanienne. Et d'ailleurs, celle de Tchekhov aussi. Parce que Tchekhov, il parle comme Lacan. Il dit exactement la même chose. Hein. Le gars en question dit « Mais moi, je ne comprends pas pourquoi il y a une lueur. C'est ça qui est terrifiant. Hein. Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait une lueur. Ce n'est pas le soleil. Il n'y a pas de lune ce jour-là. Il n'y a rien d'allumé dans l'église, etc. » Bon, voilà, c'est compliqué. Donc ça le met en panique et il s'enfuit. Donc je vais essayer de vous lire un tout petit morceau de cette impression, de cette minuscule nouvelle. Mais un tout petit morceau, hein, parce que c'est quand même, ça prendrait trop de temps si je lisais tout. Alors il dit ceci, je vous passe tout le début, hein, vous me raconte, il rentre, il s'approche du village, etc. Je conduisais le cheval et regardais le village. Dès le premier coup d'œil, je remarquais quelque chose d'étrange.
Dans la galerie la plus haute du clocher, un petit feu scintillait à travers une lucarne, entre la coupole et les cloches. Il était semblable à la flamme mourante d'une lampe. Il vacillait par moments, puis lançait une lueur plus vive. D'où pouvait-il provenir? Son origine était incompréhensible. Voilà le nœud lacanien de la peur. L'origine n'était pas compréhensible. Il ne pouvait pas briller derrière une fenêtre parce qu'à l'étage supérieur du clocher, il n'y avait ni icône, ni lampe, mais autant que je sache, rien que des poutres, de la poussière et des toiles d'araignée. Se glisser jusque-là était très difficile. L'accès par le clocher était condamné. Cette petite flamme pouvait être plutôt le reflet d'une lumière extérieure, mais j'avais beau scruter l'espace immense qui s'étendait devant moi, je n'apercevais pas d'autre point lumineux. La nuit était sans lune, la pâle bande de clarté qui achevait de s'éteindre ne pouvait s'y refléter, car la fenêtre où apparaissait la lumière donnait à l'est et non à l'ouest. Ces réflexions et d'autres du même ordre hantaient mon esprit tandis que je descendais la pente avec mon cheval. Bizarre, pensais-je, perdu dans mes suppositions, très bizarre. Et peu à peu, un sentiment désagréable s'empara de moi dans une... non, j'ai sauté une page là. S'empara de moi. C'est que les feuilles de la Pléiade sont extrêmement fines. S'empara de moi. Il me sembla d'abord que c'était le dépit de ne pas arriver à m'expliquer un phénomène simple. Vous voyez, c'est ça, hein? Ne pas arriver à m'expliquer un phénomène simple. Mais tout d'un coup, saisi d'effroi, je me détournai et empoignai le bras de Pachka. Donc Pachka, c'est le petit compagnon qui est avec lui. Il devint clair que l'épouvante s'était emparée de moi. Une impression de solitude, de tristesse, de terreur m'avait saisi, comme si j'avais été jeté contre ma volonté dans ce grand trou plein de ténèbres où je me trouvais seul à seul avec le clocher qui me regardait de son œil rouge. Voilà. Donc je ne vous lis pas la suite parce que ça se termine où il s'en va, hein, terrorisé et n'ayant pas d'explication. Donc la peur, là, elle est sans objet réel. La preuve, c'est qu'il ne peut pas expliquer. S'il y avait un objet, s'il y avait une cause réelle à la peur, il pourrait la nommer, hein, et dire oui, ben, c'est parce que ça lui de telle façon, etc. Mais là, il ne peut pas, hein, puisqu'il ne sait pas d'où ça provient. Donc il est un peu dans un marasme angoissé. Enfin angoissé, c'est plutôt de la peur, voilà. C'est de la peur au sens où Lacan veut l'entendre par rapport à son concept. Et après, la deuxième impression, je ne vais pas vous la lire, mais je vous la donne simplement en compact, en résumé. Il y a un personnage qui est dans la campagne aussi, et il y a une voie de chemin de fer qui est au loin. Une voie de chemin de fer, et tout d'un coup, il voit un wagon qui passe lentement, un wagon noir, qui passe lentement devant ses yeux, comme ça, puis qui roule tout seul. Il n'y a pas de locomotive. Il n'y a pas de locomotive, et le wagon s'en va, et puis disparaît à l'horizon, comme ça. Donc, là aussi, il y a une grande peur qui étreint le personnage, parce qu'il se demande, mais pourquoi ce wagon est-il seul d'abord? Comment ça se fait qu'il roule? Où est-ce qu'il va? D'où il vient? Etc. Et donc, là aussi, s'ensuit une forme de panique, de peur extrême, qu'il ne peut pas expliquer. Mais la différence avec la première nouvelle, où il n'y a pas d'explication à la lueur dans le clocher, là, il y en a une qui lui est donnée après, je ne sais plus par qui, par des gens du chemin de fer ou bien par des gens qui sont dans le coin, qui lui disent « mais si, c'est tout à fait normal, puisque c'était un train de marchandises, on le sait, il y a un wagon qui s'est détaché, et il a une certaine aire, E2RE, hein, il a une certaine cinétique, et donc il continue, tant qu'il a de l'accélération, si vous voulez, tant qu'il a de l'accélération, il continuait à avancer tout seul. » Donc là, le héros est rassuré parce qu'il a une explication, hein, à cette peur. Et donc là aussi, cette peur n'avait pas vraiment d'objet, si vous voulez, non plus. Hein. C'est pas le wagon en lui-même qui faisait peur, c'était le pourquoi il roule comme ça tout seul, hein, de la même façon que pourquoi ça luit dans le clocher. Voilà, c'est ça le problème qui se pose dans la peur, tel que Tchekhov l'a décrit. Puis alors la troisième petite impression, la troisième et dernière, c'est aussi un personnage, voilà, qui se promène aussi. Je ne sais plus s'il est seul ou avec un ami, je ne me rappelle plus, je l'ai relu celle-là, mais je ne me rappelle plus. Et en tout cas, il rencontre un chien. Il rencontre un gros chien, et ce chien, il le regarde, c'est un chien qui a l'air plutôt gentil, qui frétille, qui remue la queue, etc. Il a l'air plutôt avenant.
Mais soudain, le chien se met à regarder le narrateur, enfin le héros. Il se met à le regarder fixement, avec des yeux noirs, dit-on, et globuleux. Et donc, et à le fixer. Et donc le narrateur se prend de frayeur, hein, exactement comme avec le wagon, et il s'enfuit aussi, il tourne les talons, et il ne s'explique pas cette peur parce que justement le chien n'exprime aucune agressivité particulière, en dehors de simplement le fixer. Ce qui n'est pas un signe forcément d'agressivité. Le chien le regarde, voilà, on pourrait dire ça comme ça. Je dis qu'il le fixe, mais le chien le regarde avec ses yeux, ce qui n'est rien d'extraordinaire. Et donc la frayeur tient au fait que le sujet ne comprend pas pourquoi le chien le regarde fixement. Donc il n'y a pas d'objet là, parce que l'objet, ce n'est pas les yeux du chien. Hein. Ce n'est pas les yeux du chien qui lui font peur directement, c'est le fait qu'il ne comprenne pas le regard fixé sur lui du chien. Voilà. Il ne peut pas donner à cela une explication logique, voyez-vous, hein, dans cette petite nouvelle, dans cette expression. Alors qu'il y en a une, toute bête, hein, on lui dit, il y a quelqu'un qui lui dit à côté de lui, mais tu es stupide, ce chien est très gentil, il te regarde simplement parce qu'il t'aime bien. Voilà, c'est un chien qui est sympathique et qui te regarde parce qu'il t'aime bien, et il a pour toi de l'affection, il te regarde, c'est tout. Et donc du coup, la peur se dégonfle, hein, un petit peu comme le précédent avec son wagon, quand on lui dit que c'est parce qu'il y a une locomotive qui est partie, qui a lâché le wagon, etc., il n'a plus peur. Et bien là, quand on lui dit que ce chien ne lui veut aucun mal et qu'il le regarde par sympathie, il n'a plus peur non plus. Donc quand l'explication logique vient de la cause, eh bien, la peur s'en va. Et donc, dans ces trois thèmes-là, dans ces trois petits thèmes-là narratifs, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Il y a un manque d'explication. Un manque de cause, un manque de logique, un manque de sens. Voilà. Et c'est ça qui nous met dans des états de peur. Hein. Et je pense que dans notre vie quotidienne, on peut tous retrouver des situations analogues à celles-là. Hein. Des histoires comme Tchekhov en raconte, je pense que ça nous arrive très souvent. Mais que la plupart du temps, on les refoule aussi. Hein. Quand on a des angoisses ou des peurs, nous avons une capacité névrotique à refouler qui est très grande. Et donc, on fait des compromis avec ça. Hein. Des compromis qui peuvent être des symptômes. Hein. On peut avoir des symptômes de toutes sortes, des symptômes névrotiques de toutes sortes, si l'on refoule des peurs que l'on n'a pas pu analyser. Voilà. Donc, ça, c'était pour Tchekhov. Alors, celle de l'angoisse, je vous la résume en deux mots, parce que là, ça touche à quelque chose de très différent. Il s'agit je ne vais pas vous la raconter en entier complètement, parce que ça serait stupide de vous la donner ensuite à lire, encore que son écriture étant magnifique, je vous la donnerai même si je vous la racontais. Et donc c'est un cocher, c'est une sorte de taxi, si vous voulez, du temps des tsars, du temps peut-être de Catherine II de Russie, peut-être, je ne sais pas, ou de Nicolas, non plutôt de Catherine II, c'est ancien. Et donc, c'est un cocher qui fait taxi, quoi. Il a un cheval, et il a une espèce de carriole derrière lui, et c'est l'hiver sibérien, et il fait un froid effroyable, il neige, et il est tout blanc, ce pauvre homme, il est vieux, c'est un vieil homme, hein, qui conduit cette calèche, il est couvert de neige, sa carriole est couverte de neige, son cheval est couvert de neige, ils sont complètement immobiles tous les deux, le cheval et lui, ils sont complètement immobiles, comme ça, pris dans la neige. Et ce monsieur, il pense à quelque chose qui le rend immensément triste. En fait, il a perdu son fils, voilà, son fils est mort. Et donc, il est pris d'une tristesse immense, une tristesse insondable. Et alors, il a derrière lui, dans la calèche, il y a un officier de l'armée russe de l'époque, et donc de l'armée de Catherine II, sans doute. Et donc, il a un officier qui est là, en habit, magnifique, etc., et qui, lui, est allongé dans la carriole, il est couvert de neige, mais ça va très bien pour lui, pour l'officier. Il n'est pas du tout angoissé, il va très bien, etc. Alors, le pauvre vieil homme se dit, je vais quand même lui raconter un petit peu ce qui m'arrive, il va peut-être un peu m'aider, quoi. Et puis, il lui raconte un petit peu, vous savez ce qui m'arrive, j'ai perdu mon fils, etc., c'est épouvantable, c'est effroyable. Et le soldat, l'officier, s'en fout complètement. L'officier lui fait comprendre que ça ne l'intéresse absolument pas, qu'il n'en a rien à battre, et que donc il faut aller, il faut être coché, on s'en va, il a beau neiger, il a beau faire très froid, etc., il doit aller à tel endroit, on s'en va, la mort du fils, rien à faire. Et donc, ce pauvre cocher, alors ça c'est magnifiquement raconté par Tchekhov, vous verrez,
se retrouve dans une espèce de solitude extrême, immense solitude, quoi, hein. Il est perdu dans son moi interne, dans son intimité la plus extrême. Il est perdu, il ne sait plus à quel saint se vouer, et il est pris d'une angoisse effroyable, hein. Mais là, c'est une véritable angoisse, hein. Et donc, il dit, d'ailleurs, le sous-titre de cette nouvelle, c'est « Angoisse » ou « À qui confierai-je ma peine ?» Point d'interrogation. À qui confierai-je ma peine? Eh bien, en fait, il ne la confie à personne, il ne peut pas la confier puisque l'officier ne veut rien en entendre. Et ce qu'il y a de différent avec les petites impressions de Tchekhov que je vous ai citées précédentes, c'est que là, le sujet est touché au plus intime de lui-même, hein. Il est touché dans son intérieur le plus secret, le plus intime, le plus fort, hein. Et là, il y a un objet à cette angoisse, eh bien, c'est qu'il est confronté au monde, à un monde qu'il ne comprend plus. Et il ne le comprend plus parce qu'il n'a plus d'altérité. Comme l'officier ne veut pas lui parler, il n'a personne à confier sa peine, il se retrouve seul face à l'objet monde qui pour lui n'a plus d'explication et qui ne lui répond pas. Le monde, que Lacan appelle le grand autre, vous savez, hein, le A majuscule, ne lui répond pas à ce pauvre cocher. Et l'objet lacanien de l'angoisse, là, c'est le monde, c'est A, c'est l'autre avec un A majuscule. C'est dans ce sens-là qu'il dit que l'angoisse a un objet. Vous voyez, c'est quand même complexe, hein, comme conceptuellement parlant. Et ce n'est pas évident. Mais quand même, on peut comprendre. Avec cette nouvelle, l'angoisse, on voit un peu la nuance avec les précédentes quand même, hein. Parce que ce pauvre homme, dans les précédentes impressions, les 3 précédentes impressions que je vous ai racontées, les sujets ne basculent pas dans un monde différent et dans une horreur définitive, hein, alors que lui, le cocher, seul avec la mort de son fils dans la tête, il bascule dans une espèce de néant mélancolique, si vous voulez, où il se retrouve face à un monde qui ne peut pas lui répondre et qu'il ne comprend plus, parce que la mort de son fils est incompréhensible, hein, totalement incompréhensible pour lui. Et donc c'est autre chose, hein. C'est tout à fait à un autre niveau, quoi, hein, que ça se passe. Donc ça, je vous la passerai, j'en ferai des photocopies, j'en ferai une 30aine de photocopies, et puis je vous la passerai pour que vous puissiez la lire, parce que moi, je vous l'ai racontée d'une manière grossière et très mal racontée, parce qu'elle est magnifique dans son style littéraire et dans sa profondeur. Elle est très émouvante aussi, extrêmement émouvante. Voilà. Donc, alors, après qu'il ait eu cité les 3 exemples d'impression de Tchekhov, de la page 235 et 236 de votre bouquin, il dit « La peur ne fait pas forcément fuir, elle peut paralyser, oui, elle peut entraîner des actions inhibantes, elle peut désorganiser et elle peut entraîner des réponses inadaptées. » Des réponses inadaptées. Hein, voilà. C'est-à-dire que le type, par exemple, il a tourné les talons devant le clocher qui avait une lueur, alors que sans doute, c'était rien du tout. C'était peut-être quelqu'un avec une bougie, on n'en sait rien, mais on ne sait pas, parce que dans le texte, ce n'est pas dit. Mais en tout cas, c'était rien de mystérieux, ce n'était pas un ovni, hein, sans doute, hein. Donc ni un ballon chinois, hein, qui était derrière le clocher, donc il n'y avait pas de souci à se faire, mais il a quand même tourné les talons. Donc il a été inhibé d'abord, dans un premier temps, et ensuite il a eu une réaction de panique et il a fui. Il a été désorganisé. Alors que le monsieur, le cocher, devant la mort de son fils, il ne s'en va pas, il ne veut même pas bouger de là où il est. Il va être obligé de s'en aller parce que l'officier lui dit « Mais ça suffit, toi, maintenant, tu m'embêtes avec ton histoire de fils mort, j'en ai rien à faire. Avance et puis on y va, quoi, là où on doit aller, quoi. » Donc, mais lui, il reste là parce qu'il est d'une certaine façon néantisé, si vous voulez. Il est néantisé, il est beaucoup plus qu'inhibé. Il est néantisé par l'angoisse de n'avoir pas d'altérité dans ce monde si cruel où on a fait disparaître son fils. Vous voyez que la nuance est quand même d'importance, hein, là. Alors, il dit ceci, Lacan, c'est là qu'il s'éloigne de Freud. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que ce séminaire L'angoisse, c'est le séminaire où Lacan quitte Freud, d'une certaine façon. Alors, j'exagère un peu, je force un peu le trait, hein, là, hein, parce qu'il ne l'a jamais vraiment quitté dans ces séminaires. Mais n'empêche qu'il lui dit un petit peu bye-bye quand même, là, dans les séminaires de l'angoisse,
parce qu'il ne retient pas sa thèse, notamment concernant l'Édipe. On va en parler. Hein. Il dit ceci, ce n'est pas le danger interne de Freud. Le danger interne de Freud, c'est la phrase célèbre de Freud, alors que je ne peux pas vous écrire au tableau malheureusement, puisque je n'ai pas de Velleda, mais c'est une phrase qui est très célèbre, qui se trouve dans les nouvelles conférences de psychanalyse de Freud. C'est ça, on voit en couverture de ce petit bouquin qu'on doit pouvoir trouver pour 3 francs 6 sous, hein, si vous voulez le lire, ça ne doit pas coûter bien cher, les nouvelles conférences de psychanalyse de Freud, chez Gallimard, mais peut-être que c'est paru maintenant en poche, ou je ne sais pas, il y a des chances, parce que celui-là, il est vieux, hein, ce bouquin-là. Et donc, dans ces nouvelles conférences, je vous l'avais dit lors de la première séance, en fait, il ne les a jamais tenues, puisque c'était en 1933. Il était déjà vieillissant, extrêmement malade du fait de son cancer de la mâchoire, et ça faisait longtemps qu'il ne tenait plus de conférences. Mais simplement pour se donner une nouvelle jeunesse, si vous voulez, Freud, il s'est dit, tiens, je vais faire comme si je t'avais tenu des conférences. Et donc, il a appelé ce bouquin « Nouvelles conférences », alors qu'en fait, il ne les a jamais tenues. Il les a écrites. Mais c'est élégant comme geste, hein, pourquoi pas. On ne peut pas lui en vouloir, hein, d'avoir trouvé ce subterfuge habile, élégant, pour se rajeunir un petit peu et puis avoir un petit peu le devant de la scène encore quelques années quoi, pour lui. D'ailleurs, il ne les a pas tout à fait finies, ces nouvelles conférences sur la psychanalyse. Elles sont un peu caduques. Et donc, c'est dans ces nouvelles conférences, page 107 dans cette édition-là, hein, page 107 dans l'édition que j'ai là chez Gallimard, mais vous trouverez peut-être une autre édition. Je vais vous donner le titre du chapitre quand même, parce que le chapitre dans lequel ça se trouve, c'est complètement à la fin. C'est facile à trouver, ça s'appelle « La personnalité psychique ». La personnalité psychique, c'est le titre du chapitre dans lequel on trouve la phrase célèbre. Et donc, la personnalité psychique, vous allez complètement à la fin et vous trouvez la phrase, il dit ceci. Nous admettons que les efforts thérapeutiques de la psychanalyse s'appliquent justement à ce point. Leur intention n'est-elle pas de renforcer le moi, de le rendre plus indépendant vis-à-vis du surmoi, d'élargir son champ de perception et de transformer son organisation afin qu'il puisse s'approprier de nouveaux fragments du ça. Le moi doit déloger le ça. C'est là une tâche qui incombe à la civilisation, tout comme l'assèchement du Zuiderzee. Alors, l'assèchement du Zuiderzee, ça concerne une zone des Pays-Bas, de la Hollande actuelle, du pays néerlandais. Tout à fait au nord, il y avait une sorte de lagune, c'est pas une lagune, mais enfin bon, quelque chose comme ça, en tout cas qui était un bras de mer, si vous voulez, quoi, un bras de mer qui a été asséché par des polders, mais sur une très longue période, hein, ça a pris, je ne sais pas, 100 ans peut-être, ou un peu moins peut-être, pour assécher le Zuiderzee. Donc, ce que Freud veut dire là, il prend cette image-là pour dire que c'est une tâche bien compliquée que de construire le moi. Construire son propre moi, c'est aussi compliqué que d'assécher le Zuiderzee. Parce que, comme il a écrit ça en 1933, et que l'assèchement du Zuiderzee a commencé en 1916, il était en plein dedans, Freud. Il savait que ça se faisait, ces travaux gigantesques d'assèchement du Zuiderzee, qui maintenant sont terminés. Maintenant, c'est des polders. C'est de la terre hollandaise gagnée sur la mer, si vous voulez, bon, sur un bras de mer. Et donc, il dit ceci, le moi. Alors, il y a une traduction dans ce bouquin-là de sa phrase qui est en allemand, et je ne peux pas vous la décrire parce que je n'ai pas de Velleda, qui dit ceci, mais ce n'est pas grave, je vous l'écrirai la prochaine fois. Ça se dit Wo es war, soll ich werden. Alors, ceux qui sont germanistes comprendront peut-être, mais ça a été traduit, cette phrase, par « le moi doit déloger le ça ». Le moi doit déloger le ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, que le ça, c'est une espèce de réservoir interne de pulsion, l'intérieur du sujet, l'intérieur pulsionnel du sujet, et on doit, à partir de cette espèce de volcan surmoïque plutôt, hein, interne et pulsionnel, on doit pouvoir construire un moi civilisé, etc. Pardon ? Oui, absolument. Et tu peux la donner, hein, je t'en prie. Voilà, exactement. Tout à fait. Et je vous donnais la traduction qui a été faite, je pense, par Marie Bonaparte ou je ne sais qui. Le moi de je le sais, ça rendait Lacan furieux, cette traduction. Parce qu'il disait, c'est complètement stupide, cette traduction. Ce n'est pas du tout ça, ce que ça veut dire en allemand. Et Lacan connaissait l'allemand parfaitement, même l'allemand le plus sophistiqué.
Il pouvait le traduire, ça ne lui posait aucun problème. Il lisait Freud en allemand, il ne lisait pas Freud en français. Il faut quand même le faire. Il a lu tout Freud en allemand, uniquement en allemand, jamais en français. Et il dit que c'est une traduction honteuse. Et effectivement, comme le dit le docteur Wahl, c'est tout à fait la traduction de Lacan, c'est là où c'était, je dois advenir. Ce qui n'est pas la même chose. Là où c'était, je dois advenir. C'est je, ce n'est pas le moi. Vous voyez, la nuance est de taille. Parce que le moi, c'est une représentation du sujet, une représentation sur la scène du monde, le moi. C'est votre personnalité, d'une certaine façon, pour être un peu grossier, un peu trivial dans la définition. Ce n'est pas comme le jeu, ce n'est pas le jeu. Le jeu, c'est vous comme sujet. Donc le moi et le jeu, ce n'est pas la même chose. Le jeu est grandement inconscient. Et on a du mal à le définir. C'est pour ça que, je vous l'ai dit 45 fois, Lacan n'acceptait pas le je pense donc je suis de Descartes. Il trouvait que ce n'était pas possible, puisqu'on ne sait même pas ce que c'est que le jeu. On ne peut pas le définir. Donc voilà. Et surtout pas le traduire par moi, le moi. Et il rajoutait, vous vous rappelez bien, il rajoutait cette phrase, il disait « L'erreur la plus incroyable que nous faisons tout le temps, c'est que nous croyons que nous sommes nous. » Nous croyons que nous sommes nous. Donc voilà, et donc effectivement avec le moi, on croit que avec le moi je crois que je suis moi par exemple, ce qui est une grosse erreur. Je ne suis pas moi. Ça voudrait, quand je dis je crois que je suis moi, ça veut dire que je me connais parfaitement, que je me délimite parfaitement, que je sais me borner en tant que moi de manière parfaite. Or je ne peux pas, évidemment, c'est impossible. Parce que j'ai une grande part de moi qui est inconsciente, une grande part de moi qui est refoulée, j'ai une grande part de moi qui est à venir, que je ne connais pas, et qui me subsistera, j'ai une part antérieure à moi, etc. Enfin bref, de toute façon, le moi, ça n'est pas définissable. Donc on ne peut pas dire, donc la traduction, le moi d'ADG le ça, c'est une traduction complètement idiote, d'autant que dans la phrase « Wo es war, soll ich werden », moi je ne suis pas germaniste du tout, mais « ich » ça veut dire « je ». Ça ne veut pas dire moi. Donc je ne sais pas comment on peut traduire ça comme ça. C'est complètement idiot. Le moi d'adulé ça. Alors, si vous achetez ce bouquin, vous verrez peut-être la nouvelle traduction de Lacan. C'est possible que maintenant, on ne retrouve plus cette traduction-là, parce qu'elle est stupide, honnêtement. Elle est stupide. Donc, pourquoi est-ce qu'il cite ça? Eh bien, pour dire qu'il s'éloigne de Freud parce qu'il considère que l'angoisse ne vient pas du pôle pulsionnel du sujet, si vous voulez, ne vient pas du ça. Elle n'émane pas du ça, elle ne surgit pas comme le lapin du chapeau du ça, comme pourrait surgir le moi, comme le dit cette mauvaise traduction, ou comme le je pourrait advenir. Donc l'internalité freudienne, si vous voulez, il ne la retient pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il trouve que là où c'était, je dois advenir, c'est une phrase idiote, il ne dit pas ça, Lacan, pas du tout. Il la reprend même à plusieurs reprises, là où c'était, je dois advenir, bien sûr. Mais en ce qui concerne l'angoisse, il ne la retient pas. Alors, il dit ceci, mais de quoi s'agit-il quand il s'agit d'un danger extérieur? Qu'est-ce qui avertit le sujet, sinon l'angoisse? C'est-à-dire que quand il y a un vrai danger, pas simplement une lueur dans un clocher ou bien un chien qui vous regarde, quand il y a un vrai danger qui vous menace réellement, au plus intime de vous-même, eh bien, il s'agit de toute autre chose, c'est l'angoisse qui vient vous avertir. C'est l'angoisse qui fait signal. L'angoisse est un signal salvateur d'une certaine façon. Il la présente comme un signal plutôt utile, utilisable, puisqu'elle nous permet de savoir que quelque chose vient nous menacer. Donc être angoissé, je ne dis pas que c'est une bonne chose d'être angoissé, non, bien sûr que non. On n'arrête pas de recevoir des gens en consultation parce qu'ils sont angoissés. Moi j'en reçois 10 par jour, donc ils ne viennent pas tous pour ça, mais il y en a beaucoup quand même qui viennent pour dire « je suis déprimé et angoissé ». Voilà, ça c'est ce qu'on entend le plus quand même, de la part de nos patients, le plus souvent. Ce qui ne rend pas les choses banales d'ailleurs, pas du tout, ça ne les rend pas. Ce n'est pas parce que c'est répétitif que c'est banal, ça n'est pas banal du tout comme déclaration.
Ce sont des gens qui sont dans un désarroi très, très profond. Et là, on retrouve plus Lacan que Freud, parce qu'on pourrait leur dire, oui, mais ce sont vos pulsions, comme Freud l'a dit, ce sont vos pulsions qui sont mal maîtrisées et qui font que vous êtes angoissé, donc ne vous faites pas trop de soucis. On va calmer, éteindre un peu, on va faire les pompiers, éteindre un peu vos pulsions, et puis ça ira mieux, on va arriver à les maîtriser. Il y en a qui le font par l'hypnose d'ailleurs, hein. Pourquoi pas, on peut aider les gens par divers moyens, moi je n'ai rien contre, hein. Mais ça n'est pas le sujet de Lacan, quoi, hein. Ça n'est pas comme ça qu'il voit les choses. Et il dit après, le réel permet de nous orienter. Voilà, ça c'est la phrase clé quand même. Le réel permet de nous orienter. Alors, je vous ai déjà dit que le réel chez Lacan, ça n'est pas la réalité. Hein. N'oubliez pas ça. Le réel chez Lacan, ça n'est pas la réalité. Le réel, c'est ce qui n'est pas nommé. Je vous le répète encore pour que ça rentre dans vos crânes d'une certaine façon. Hein. Enfin, vous n'êtes pas obligé, vous en faites ce que vous voulez, mais s'il fallait que ça rentre dans vos crânes, je vous fais de la répétition. Le réel, c'est ce qui n'est pas nommé. Hein. Si vous voulez, d'une certaine façon, il y a une formule pour le définir qui est un peu vertigineuse. Hein. C'est notre, si vous voulez, c'est notre extérieur radical. Voilà, c'est ce que dit. C'est notre radicalité externe. C'est ce que dit Lacan. C'est notre radicalité externe ou c'est notre extérieur radicalité, notre externe radicalité. Oui, ça donne un vertige parce que notre externe radicalité, comment voulez-vous la cerner? C'est impossible. Hein, c'est impossible. Ce qui n'est pas nommé, vous ne pouvez pas, comme je vous disais l'autre jour, vous ne pouvez pas en faire des brassées. Vous ne pouvez pas ramasser ça et l'avoir dans les bras et vous dire « Ah ben je tiens le réel dans mes bras ». Non, le réel ne s'attrape pas. Et pourtant, dit Lacan, et il insiste là-dessus, le réel est toujours là, à sa place. Ça, c'est une phrase de Lacan qui est très importante. Le réel est là, toujours à sa place. C'est une phrase un peu glaçante. Hein. Ça veut dire que vous aurez beau faire dans votre existence, vous aurez toujours la menace de l'angoisse du réel, de ce que vous ne maîtrisez pas, de ce que vous ne pouvez pas nommer, et de ce que vous ne pourrez jamais nommer. C'est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure dans les impressions de Tchekhov, parce que chez Tchekhov, on pouvait nommer. Hein. Chez le chien, on pouvait dire qu'il était sympa, le wagon qu'il avait été abandonné par sa locomotive, etc. Mais là, dans le réel, on ne peut pas nommer. Hein. Ça n'est pas possible. On se heurte à une impossibilité radicale et vertigineuse. Et donc, cette espèce de butée qui est le réel, c'est une butée. Hein. On vient cogner dedans. On vient se cogner dans le réel. Lacan dit cela littéralement. Hein. On se cogne dans le réel. On se cogne, on bute sur le réel, on se cogne dedans, parce qu'il est là, toujours à sa place, quoi que l'on fasse. Eh bien ça, c'est l'objet de l'angoisse. Intimement, si vous voulez, intimement, l'objet de l'angoisse, eh bien, c'est le réel. C'est le réel. C'est ce que nous ne pouvons pas nommer. Nous ne pouvons pas nommer. Et réfléchissez bien à l'intérieur de vous-même à cette formule-là. Le réel, c'est notre extérieur radical ou notre radicalité externe. Et vous verrez que vous n'y arriverez pas à conceptualiser cette radicalité externe. Essayez de penser que vous allez définir ou de concevoir tout ce qui est extérieur à vous, tout ce qui vous est radicalement extérieur. Vous n'allez pas y arriver, c'est impossible. Ça va vous donner le vertige, vous risqueriez d'avoir la nausée, quoi, hein, à un moment donné, une nausée angoissée, parce que c'est quelque chose qui n'est pas cernable. C'est impossible. Et donc, du coup, ça nous touche au plus profond de nous-mêmes, à notre intime le plus profond, ce qui arrive à ce pauvre cocher qui se retrouve avec la mort de son fils face à un monde qui ne lui répond pas. Et le monde ne lui répond pas, et pour cause, puisque c'est du réel qu'il s'agit justement. Le cocher, il est face au réel, finalement. Il est face à quelque chose qu'il ne maîtrise plus du tout, qu'il ne peut pas expliquer et qui ne lui répond pas. Il n'y a pas d'altérité avec le réel, hein. Il n'y a qu'un seul personnage pervers qui peut croire que le réel existe, c'est le sadique. Le sadique. Le sadique essaye de faire jouir le réel et il essaie de faire en sorte que le réel lui réponde. Le sadique a l'impression que le réel lui est accessible, lui est possible. Enfin ça, on en reparlera éventuellement, parce que Lacan en parle dans le chapitre des sadiques et des masochistes, dans ce chapitre. Alors, il dit ceci...
L'autre avec un A majuscule, il dit cela, page 238 de votre édition poche. Hein. L'autre, trésor du signifiant, attend le sujet. C'est une phrase très forte, ça. Hein. L'autre, trésor du signifiant, attend le sujet. C'est-à-dire l'autre, c'est-à-dire l'ensemble de symboles que vous ne pouvez pas cerner non plus, hein. Pas plus que le réel. D'ailleurs, l'autre et le réel, le grand autre et le réel, la nuance entre les deux n'est pas simple. Hein. Elle n'est pas simple, elle n'est pas évidente. Hein. Elle n'est pas évidente, parce que ça se superpose un peu tout ça quand même, hein, mine de rien. Donc, l'autre qui n'est pas, qu'on ne peut pas s'accaparer, qui n'est pas saisissable, si vous voulez, vous attend, parce qu'il est là avant vous. Avant que vous ne soyez sur Terre, l'ensemble des symboles est déjà là. Hein. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Hein. Vous êtes nommé avant de naître. Avant que vous naissiez, la plupart du temps, vos parents vous ont déjà donné un prénom. Donc vous avez une forme d'existence avant de naître. Et une fois que vous êtes mort, eh bien, si vous avez une tombe, on va écrire votre nom dessus. Et donc ça continue. C'était avant et c'est après. Donc vous êtes que de passage. Vous avez pris le train des symboles. Vous avez été un symbole vous-même pendant le temps de votre existence, pendant 70, 80, 90 ans, 100 ans. Et puis voilà, et puis après, le train des symboles, la chaîne signifiante, comme dit Lacan, elle n'en a rien à faire de vous. Elle continue à rouler, comme le wagon de Tchekhov, hein, ça continue à rouler. Elle n'a pas besoin de vous. Hein. Ce qui peut nous faire un peu peur aussi, ça, hein, peut nous faire éventuellement un peu nous angoisser, hein, de savoir qu'on était déjà nommé avant que d'être, et on continue à être nommé après avoir été. Hein, et que donc, d'une certaine façon, l'existence, l'étant, L''E-T-A-N-T, n'en a que faire de nous. Parce que nous soyons là ou pas là, ça ne change rien. Hein. Vous pouvez écrire votre prénom avant que vous soyez né, et puis dessiner votre tombe avec votre prénom dessus et votre nom, et puis vous mettre entre les deux en mettant sujet, et puis vous pouvez effacer le sujet, ça n'effacera pas le prénom avant votre naissance, et ça n'effacera pas votre nom sur la tombe. Hein, donc voilà, donc, vous voyez, ça nous met quand même dans une situation eh bien, d'imperfection. Voilà, on n'est pas abouti, on est des sujets, on passe là, on passe par la chaîne signifiante. Et donc l'autre qui est là, lui, alors toujours à sa place, comme le réel, c'est pareil, hein, il est là toujours à sa place, ben, il nous attend. Il nous attend. Donc, on pourrait aussi être angoissé par cela, en sachant qu'il y a une instance conceptuelle dans ce bas monde qui nous attend, que l'on vienne ou pas d'ailleurs. Hein. Il peut attendre quelqu'un d'autre. Hein. Si on ne vient pas, l'autre s'en fout. D'ailleurs, Lacan le dit, hein, je ne sais plus dans quel séminaire, il le dit, l'autre s'en fout. Il le dit, j'ai cette phrase-là. Hein. L'autre n'en a rien à faire que l'on advienne ou pas. Et donc il nous attend, et il rajoute, page 238, là où le sujet n'existe pas encore. Vous voyez, là où le sujet n'existe pas encore. L'autre nous attend. Puis là, une petite formule, mais comme je n'ai pas mon Velleda, je vais pas vous la... Il y a des petites formules, là, mais je ne vais pas vous les développer aujourd'hui, parce que les développer sans les écrire au tableau, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, donc on peut s'en passer très bien. Hein. Alors, il dit, page 240 de votre édition poche, pour faire vivre l'abstraction, revenons à l'image. Donc, comme il a conscience que ce qu'il raconte là, c'est quand même un peu compliqué, et qu'il doit être devant un auditoire qui est bouche ouverte, qui ne comprend rien du tout à ce qu'il raconte, parce que moi, je vous explique tout un tas de choses que Lacan n'explique pas. Hein, il n'explique rien, Lacan. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'il n'explique absolument rien. Donc, il fallait s'accrocher. Hein, il fallait s'accrocher. Hein. Il y avait quelques personnes qui comprenaient, mais très peu. Hein. Il y avait certains psychanalystes surdoués qui étaient présents, qui comprenaient, mais les autres ne comprenaient absolument rien du tout à ce qu'ils racontaient. C'est pour ça que je m'efforce, moi, de vous donner des explications qui ne sont pas toujours bien vues, hein, des instances lacaniennes officielles. Hein. Je le sais, hein, par expérience personnelle, hein, que le fait que je donne des explications parfois considérées comme un peu triviales fait que sur l'école de la cause freudienne, on me dit « mais quand même, c'est pas sérieux, et patati et patata ». Moi, je les renvoie dans leur camp, hein, parce que j'en ai rien à faire de l'école de la cause freudienne.
Et s'ils veulent, comme je leur ai dit, hein, s'ils veulent rester confits comme des confitures dans leur entre-soi, dans leur discours d'entre-soi, ça les regarde. Hein, ça les regarde. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Je ne dis pas que j'ai raison, ce n'est pas la question. Je ne fonctionne pas de la même façon, c'est tout. Après, eux, ils ont certainement une satisfaction qui est la leur à fonctionner comme ils fonctionnent. Pourquoi pas, hein. Mais entre eux quand même. Et puis là, moi, je ne fais pas d'entre-soi, puisqu'il y a quand même parmi eux beaucoup de jeunes. Donc si je me mets à parler comme je pourrais le faire, comme font les gens de l'école de la cause freudienne, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Vous allez avoir du mal à suivre, quoi. Et donc le propos, c'est de ne pas laisser les gens au bord de la route, sinon c'est inintéressant. Il faut faire de la... C'est ce que je leur ai répondu d'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu à Patrick Pouillot, hein, qui est celui qui gère le site de l'école de la cause freudienne sur Internet. Je lui ai répondu, moi je fais de la transmission. Hein. Je ne fais pas un discours confit, etc., d'entre-soi. Je lui ai répondu ça, parce que c'est vrai. Je fais de la transmission. Et donc, à partir du moment où je fais de la transmission, et notamment à des gens qui sont jeunes, je dois assortir mon discours d'explications. Et ce n'est pas trivial, ça ne trahit pas le texte lacanien, ce n'est pas grossier, voilà, c'est tout. C'est que, à quoi ça sert de lire Lacan si on n'y comprend rien? À rien. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucune utilité. Donc, alors, il parle d'Édipe, là, Lacan, il parle d'Édipe. Et donc, on va s'attarder un petit peu sur la question d'Édipe, parce que pour ce qui est de l'angoisse, Édipe, il en a connu une sérieuse. Hein. Et donc, ça explique bien quand même la position de Lacan par rapport à l'angoisse, mieux que toute autre chose, Édipe. Et donc, ça va m'obliger, mais après tout, pourquoi pas, hein, ça va m'obliger à vous... ça va là le micro, ça va là ça va m'obliger à vous raconter succinctement l'histoire d'Édipe, parce que tout le monde ne la connaît pas ici, hein, parce qu'elle est assez complexe, elle est très compliquée l'histoire d'Édipe. Donc je ne vais pas vous la raconter dans le détail, mais les grands traits, je vais vous les donner. Les choses les plus importantes, je vais vous les donner, et je vais vous donner, ce que je vais vous donner, à mon avis, ça suffit. Ça suffit. Après, il y a tout un tas de choses qui se passent, mais qui ne sont pas essentielles à la compréhension, au sens, si vous voulez, au trognon du texte, hein, écrit par Sophocle dans la mythologie grecque. Donc Édipe, c'est un descendant de Zeus, hein, quand même. Hein. Ah oui, il n'est pas descendant de n'importe qui. Hein. C'est un descendant de Zeus. Alors, il y a plusieurs générations entre Zeus et puis Édipe, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, il y en a 5 ou 6, pas plus. Hein. Et donc, il est le cousin d'Oreste, d'ailleurs, je vous dis ça comme ça. Hein. Il est le cousin d'Oreste, peut-être que vous avez entendu parler d'Oreste, parce qu'il y a un centre qui s'appelle le Centre Oreste à Tours, hein, et qui reçoit les adolescents, qui est très connu. Et donc, Oreste, il a aussi commis des meurtres, mais pas les mêmes qu'Édipe, hein, c'est pas les mêmes. Et il est cousin germain. Hein. Moi, je me suis aperçu, parce que j'avais fait un arbre généalogique parallèle d'Oreste et puis Édipe. Et je me suis aperçu qu'ils étaient cousins germains. Voilà. Voilà, ce qui n'est pas d'un intérêt fantastique, mais enfin bon, c'était marrant. Ça peut apercevoir de ça. Donc, Édipe, il descend de Zeus, etc. Et donc, Édipe, pour comprendre ce qui lui arrive, il faut d'abord comprendre ce qui est arrivé à son père. Parce que si on ne sait pas ce qui est arrivé à son père, on ne comprend rien à l'histoire d'Édipe. Son père s'appelait Laios. Laios, ça s'écrit L-A-I-O-S. Laios, le père d'Édipe, son père. Et son père, c'était un sacré filou, pour ne pas dire un voyou, pour ne pas dire un criminel. C'était un criminel. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, alors déjà, il avait été chassé de Thèbes, parce qu'il n'était pas, il a été à Thèbes, il avait un poste important. Thèbes, c'est en Grèce, donc, hein, c'est pas très loin d'Athènes, hein, Thèbes. Hein. Toutes ces villes là dont on va parler, Colonne, Thèbes, Athènes, tout ça c'est dans le même coin, c'est dans le sud de la Grèce, hein, au-dessus du Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est la presqu'île qui est au sud, et puis il y a la Grèce, et au sud de la Grèce, il y a ces 3 villes-là. Donc il a été chassé de Thèbes, et donc il s'est réfugié chez un roi qui s'appelle Pélops. Il s'est réfugié chez un roi qui s'appelle Pélops, qui l'a reçu. Il était bien gentil de le recevoir, hein, parce que ce n'est pas du tout un personnage sympathique, Laios. Hein. Et donc il l'a reçu, et il lui a confié l'éducation de son fils Chrysippe, qui s'appelle Chrysippe. C-R-Y, enfin, de toute façon, je vous donnerai les orthographes la prochaine fois.
Il s'appelait Chrysippe, son fils, et donc il l'a confié à Laios, le roi, Pélops. Il a dit, occupe-toi, apprends-lui notamment à faire du char, hein, à conduire un char. Bon, ben d'accord. Et Laios, il n'a pas trouvé mieux que de violer Chrysippe. Voilà, c'est tout ce qu'il lui a appris, c'est le violer. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce pauvre Chrysippe, il s'est pendu. Après avoir été violé, il a été tellement désespéré qu'il s'est pendu. Et donc, alors évidemment, Pélops n'était pas content, vous vous en doutez. Hein. Pélops, c'était son père. Donc il n'a pas été charmé par Laios. D'autant que Pélops, il a eu une histoire lui-même assez spéciale quand même. On peut dire que, j'allais dire un truc grossier, mais on peut pas dire qu'il a eu beaucoup de chance. Hein, voilà, ce pauvre Pélops, parce qu'il était le fils de Tantale. Tantale, vous savez, c'était ce personnage qui était le seul dans la mythologie, hein, qui était mi-dieu, mi-homme. Tantale. Il n'était pas dieu, il n'était pas homme, il était entre les deux. Et il n'était pas content, Tantale, de ce statut-là. C'était un métier qui ne lui plaisait pas, d'être moitié dieu, moitié homme. Hein, ça ne lui plaisait pas du tout. Et donc, il avait organisé un grand banquet avec les dieux. Hein. Il avait fait venir, il y avait Zeus carrément qui était là quand même. Hein. Il y avait Zeus, il y avait tous les dieux les plus importants étaient là, bien sûr. Un grand banquet. Et il n'a pas trouvé mieux à donner à bouffer à ses invités que son fils, Pélops, dont je viens de vous parler. Il l'a découpé en morceaux et il en a fait un ragoût de Pélops. Et elle a demandé aux dieux, est-ce que c'est bon? Les dieux ont dit, ah oui, c'est quand même assez délicieux. Hein. Ah oui, il faut reconnaître que tu es un bon cuistot. Hein. Et puis ils se sont aperçus que c'était son fils, quand même, au bout d'un certain temps. Alors là, ils lui ont dit, mon petit vieux, mon petit gars, non seulement tu ne vas pas devenir un dieu, mais comme tu as tué ton fils et que tu nous l'as fait manger, eh bien, tu vas en manger toi aussi de la souffrance et de l'angoisse, parce que tu vas subir le supplice de Tantale. Hein, vous savez, vous connaissez, tout le monde connaît le supplice de Tantale, hein, c'est ça, hein, voilà. Il pouvait, par exemple, avoir très très soif, il peut avoir de l'eau très fraîche qui lui coulait tout près de lui, mais il ne peut pas l'attraper. Et ça pendant l'éternité, hein, pendant l'éternité. Vous imaginez une éternité comme ça, c'est quand même une souffrance extrême. Hein. Donc Tantale, il a été méchamment puni, et son fils a été ressuscité par les dieux. Son fils qui était en morceaux a été régénéré, Pélops. C'est pour ça que Pélops a pu accueillir Laios chez lui, parce qu'il a été régénéré. Je ne sais pas comment il a fait, il fallait être doué hein, quand même, ils étaient doués. Les Zeus, c'était un gars qui avait des pouvoirs quand même assez importants. Et donc, remettre si vous voulez, en totalité Pélops, ça ne lui posait pas de problème à Zeus, il l'a fait. Hein, voilà. Et donc Pélops, Pélops, il a banni Laios, évidemment. Hein, il lui a dit, tu dégages, hein, parce que franchement, d'avoir violé mon fils et puis d'avoir fait qu'il soit pendu, tu ne mérites pas de rester ici. Donc, Laios, il est rentré à Thèbes. Il est rentré à Thèbes, qui était sa ville d'origine. Mais un oracle lui a dit, à ce moment-là, si jamais tu épouses la reine qui est là, qui est à Thèbes, tu risques d'avoir un fils qui tuera son père et qui se mariera et aura des enfants avec sa mère. Voilà. Alors, évidemment, Laios est très embêté par cette prophétie-là. Hein. Il n'en veut pas d'un fils comme ça. Il n'en veut pas. Un fils qui va le tuer, lui, puisqu'il va être le père, et qui va coucher avec la mère, qui s'appelle Jocaste. Hein. La reine de Thèbes, elle s'appelle Jocaste, J-O-C-A-S-T-E. Et donc, alors qu'est-ce qu'il fait Laios? Eh bien, il ne veut pas coucher avec Jocaste pour ne pas avoir d'enfant. Surtout pas. Hein. Mais Jocaste, elle est finaude, elle lui bourre la gueule. Hein. Elle lui file du vin à gogo un soir, et il est tellement enivré qu'il fait l'amour avec Jocaste, et il a Édipe. Édipe naît. Donc évidemment, c'est un peu une catastrophe, mais bon, alors du coup, devant cette naissance qui le terrifie, Laios, eh bien il dit, cet enfant, on ne peut pas le garder, c'est pas possible, hein. Il faut qu'on le vire de là tout de suite, parce qu'il va me tuer moi, et puis il va coucher avec Jocaste.
Alors, Édipe, il ne le sait pas à ce moment-là, tout ça. Il n'en sait rien. C'est les parents qui parlent entre eux, c'est Laios qui parle. Et il dit, on va le virer. Alors, il le vire. Il demande à des bergers qu'il avait sous ses ordres, il leur dit, allez le mettre dans la campagne et attachez-le à un arbre. Attachez-le par la cheville à un arbre. Et c'est ce que fait le berger. Il l'attache par la cheville à un arbre, au point tel qu'il l'attache si fort que sa cheville enfle à Édipe. C'est un tout petit enfant à ce moment-là, hein, c'est un bébé même. Hein. Sa cheville enfle. Et Édipe, en grec, ça veut dire pied enflé, justement, hein, pied enflé. Et ça vient de là, son nom, Édipe, cheville enflée, pied enflé. Et heureusement, il y a d'autres bergers qui passent par là un jour et qui trouvent ce tout petit enfant en train de pleurer. Et ils le ramassent. Et ils l'amènent chez un autre roi qui va l'adopter, qui s'appelle Polybe, P-O-L-Y-B-E, Polybe. Et qui est roi de quoi? Eh bien, il est roi de Corinthe. Alors Corinthe, si vous connaissez un petit peu la Grèce, Corinthe, c'est tout à fait au sud de la Grèce aussi. C'est c'est la zone du détroit entre la Grèce continentale et le Péloponnèse, si vous connaissez. Et d'ailleurs, si vous allez en Grèce, il faut absolument que vous allez voir le détroit de Corinthe parce que c'est magnifique, le détroit de Corinthe. C'est très très beau. Hein. Il y a des couleurs extraordinaires. C'est des parois abruptes qui tombent sur le bras de mer. Le bras de mer est une espèce de vert bleu magnifique, très profond. Et puis les parois sont très très hautes. Elles sont ocre rouge. Et c'est très saisissant, le détroit de Corinthe. Et donc, il est recueilli là, à Corinthe, au sud de la Grèce, de la péninsule grecque. Et donc, il est recueilli par Polybe, qui est très gentil avec lui, il n'y a pas de souci, etc. Ça se passe très, très bien. Mais quand même, au bout d'un certain temps, peut-être des années, on ne sait pas, ou des siècles, parce que dans la mythologie, on ne sait pas trop, hein, si c'est des milliers d'années ou bien une seconde, on ne sait pas toujours dans la mythologie. Mais ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Et donc, au bout d'un certain temps, il a des doutes, Édipe. Il a des doutes qui l'assaillent un peu, et il se demande... Est-ce que je suis bien le fils de Polybe et de sa femme, dont j'ai oublié le nom, mais ce n'est pas grave. Et donc alors, Polybe lui répond pas. Mais il y a quand même un oracle là qui dit « Il tuera son père, il couchera avec sa mère ». Mais il ne dit pas Édipe, il dit « il tuera son père et il couchera avec sa mère ». C'est la seule réponse qu'il a à sa question quand il demande à Polybe « Est-ce que tu es mon papa ?» Et puis à sa femme « Est-ce que tu es ma maman ?» La seule réponse qu'il a, c'est « il tuera son père et il couchera avec sa mère ». Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait, Édipe? Eh bien, il fout le camp de Corinthe parce qu'il se dit « Je ne veux pas tuer Polybe » puisqu'il pense que c'est son père. Vous comprenez? Je ne veux pas tuer Polybe et je ne veux surtout pas coucher avec la reine, sa femme. Donc je m'en vais de là. Je m'en vais de Corinthe. Alors il s'en va de Corinthe, voilà. Et chemin faisant, voilà, je vous raconte l'essentiel, hein. Chemin faisant, il est avec sa charrette, sa charrue, et avec son cheval, et fouette cocher, et il y a une intersection, et il y a un refus de priorité à droite, si vous voulez, d'une certaine façon. Il y a un accident de la route, il y a un refus de priorité à droite ou quelque chose dans ce genre-là, et il rentre dans un autre char, et le monsieur de l'autre char, qui est un homme vieux, descend de son char, lui dit « Espèce de jeune homme, sale freluquet, je vais te casser la gueule, etc. Tu ne peux pas faire attention. » Enfin, comme les gens d'aujourd'hui en bagnole, hein, pareil. Hein. Pas de constat à l'amiable, ils veulent se taper dessus, ils commencent à se taper dessus, etc. Et ils se tapent tellement dessus que finalement, Édipe tue cet homme-là. Il le tue. Voilà. Mais le problème, c'est que cet homme en question, c'est Laios. C'est son père. Mais ça, Édipe n'en sait rien. Donc la prophétie se réalise déjà à moitié. Hein, puisque la prophétie, c'était « il tuera son père, il couchera avec sa mère ». Eh bien, il tuera son père, il est déjà exaucé, si je puis dire, à contre-courant de son vouloir à lui, puisque lui, il n'en sait rien. Hein. Pour lui, toute cette histoire-là, elle est dans le réel, comme je disais. Pour lui, ça n'est pas nommé, tout ça. Pour Édipe, hein, ça n'est pas nommé. Donc, il n'en sait rien. Donc, il rentre
Alors, pour lui, c'est un accident banal, voilà. À l'époque, on s'étripait pour un oui, pour un rien. Vous savez, hein, je vous ai dit, hein, Tantale avait bien fait cuire son fils, etc. Donc, on n'était pas à ça près hein, de tuer quelqu'un, c'était assez banal. Hein. Oui, il n'y avait pas de quoi s'émouvoir. Hein. Donc, Édipe, il poursuit son chemin. Pour lui, il ne s'est rien passé du tout. Hein. Il a tué un mec qui l'a emmerdé, puis c'est tout sur la route, qui lui a grillé une priorité. Hein, puis il rentre à Thèbes, il va à Thèbes. Et à Thèbes, alors, parce que dans la mythologie, c'est quand même pas comme dans la vie de tous les jours, il hein, faut reconnaître. Hein. Donc, il rencontre, alors on dit toujours qu'il rencontre un sphinx, mais en fait, ce n'est pas un sphinx qu'il rencontre, c'est une sphinge. C'est-à-dire que c'est la femelle du sphinx. Hein. C'est une sphinge qu'il rencontre, pas un sphinx. Souvent, on lit ça, il rencontre le sphinx qui lui pose une énigme. Hein. Alors, le sphinx, parce qu'il y a des tas de problèmes à Thèbes au moment où il arrive, et notamment cette sphinge-là, parce que cette sphinge, elle bouffe tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles. Elle les bouffe, hein, ceux de Thèbes. Donc elle est quand même gênante. Donc il faudra en finir. Alors la sphinge, elle dit à Édipe la rencontre, et la sphinge lui dit, eh bien écoute, hein, si tu résous mon énigme, moi je fous le camp et je disparais, et puis je n'embête plus les gens de Thèbes, et je ne les mange plus. Alors, il lui propose son énigme. Alors, elle est très simple, son énigme. Il lui demande ceci. Dis-moi, Édipe, qu'est-ce qui a 4 jambes le matin, qu'est-ce qui a 2 jambes à midi et 3 jambes le soir? Alors, Édipe, il a la réponse tout de suite. Il dit, c'est l'homme. C'est l'homme. Hein. Il marche à 4 pattes quand il est tout petit. Quand il est plus grand, il marche sur ses 2 pieds. Et quand il est vieux, il a une canne, donc il a 3 pattes. Voilà, il lui répond. Donc, la sphinge, du coup, elle se tord de douleur, elle s'enfuit, elle est prise de terreur parce qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'Édipe trouve résolve son énigme. Et donc, une fois que son énigme a été résolue, Thèbes a été libérée de cette sphinge, et du coup, on s'est dit, mais que peut-on lui offrir comme plus beau cadeau, hein, puisque le roi est mort, puisque Laïos a été tué, hein, le roi est mort, quel plus beau cadeau que de lui offrir la reine, Jocaste. Et donc, Édipe épouse Jocaste dans la joie et la bonne humeur, avec des fêtes gigantesques et tout ça. Sauf que Jocaste, c'est sa mère. C'est sa mère, Jocaste. Manque de peau. Donc la prophétie se réalise là, totalement, si je puis dire. Et elle se réalise d'autant plus totalement qu'ils vont avoir 4 enfants quand même. Hein. Non, 5 enfants. 5 enfants. Si je ne me trompe pas, il y a 2 garçons, non, 3 garçons et 2 filles. C'est ça, oui. Il y a Polynice comme garçon, il y a Éthéocle comme garçon, il y a Édipe, il y a qui d'autre? Non, il n'y a pas Édipe forcément, non, il y en a 4 enfants. Il y a Ismène comme fille et Antigone, voilà. Ismène, Antigone, Polynice, Éthéocle, voilà, les 4, c'est ça. Mais non, puisque Édipe est le père, je mélange les générations là. Hein. 4 enfants naissent de l'union d'Édipe et de Jocaste, c'est-à-dire d'Édipe avec sa mère. 4 enfants. Et on verra par la suite que Antigone a un rôle très important dans la mort, dans la fin d'Édipe. Alors Édipe, ça se passe bien pendant des années, des centaines d'années, des milliers d'années, on n'en sait rien. Ça se passe bien. Mais soudain, qu'est-ce qui arrive? Encore un malheur. Il y a la peste. Il y a la peste à Thèbes, dans cette belle ville de Thèbes, qui n'est pas loin d'Athènes, hein, qui est un peu au sud d'Athènes, et qui existe toujours. Hein, existe toujours. Donc, il y a la peste, et donc, Édipe se dit, s'il y a la peste, il faut que je fasse quelque chose, et je vais donc interroger, pas vraiment un oracle, mais un vieillard, qui a presque valeur d'oracle, d'une certaine façon, un vieillard qui a un savoir bien au-dessus de tous les autres savoirs, qui s'appelle Tirésias. Et donc il questionne Tirésias et il lui demande sais-tu, cher Tirésias, connais-tu mon histoire? Pourrais-tu me répondre finalement, puisque j'ai déjà posé la question à Polybe quand j'étais chez lui à Corinthe, de savoir s'il était mon père, etc. Et je ne sais pas trop, je ne sais plus trop. Alors, Tirésias est très embarrassé quand même, parce que Tirésias connaît la réponse.
parce que il en sait beaucoup, Tirésias. Probablement qu'il a eu aussi un oracle qui lui a dit cette prophétie du premier oracle. Et donc, eh bien, il dit à Édipe, si tu veux que la peste débarrasse le plancher de Thèbes, eh bien, il faut que je te dise la vérité. Tu as tué ton père, Laios, et tu as couché avec ta mère, Jocaste, avec qui tu as eu tes 4 enfants. Waouh! Alors là, Édipe, il est mal. Hein, il est mal. Là, Édipe, voilà l'angoisse. Hein, l'angoisse. Là, il est confronté à un objet qui est quoi? C'est le réel. Hein, parce que ce qu'il a fait là, c'est absolument innommable, dans tous les sens du terme, si vous voulez. Ça serait innommable au sens criminel du terme, mais encore qu'il l'ait fait de manière inconsciente. D'ailleurs, Lacan le dit, Édipe était un inconscient. Il dit ça à un moment donné. Édipe était un inconscient qui n'a jamais fait de complexe d'Édipe. Il disait ça. Édipe était un inconscient qui n'a jamais fait de complexe d'Édipe. C'est vrai. Comment aurait-il pu faire un complexe d'Édipe dans un tel merdier, si je puis dire, hein? Ça aurait été un peu compliqué quand même. Hein. Et donc, il est pris d'une horreur, d'un sentiment d'angoisse extrême à son acmé, quoi. Hein. Il est touché au plus intime de lui-même par cet objet qui est là toujours à sa place, qui est le réel, qui ne peut pas expliquer. Hein. C'est ça à quoi est confronté Édipe à ce moment-là. Hein. Il est confronté au réel, à l'innommable du réel. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrache une broche de la robe de sa mère, Jocaste. Il se crève les yeux et il se les arrache des orbites. Il se les arrache et il les jette par terre, ses yeux. Hein. Ce qui est atroce quand même. Hein. Le sang gicle, etc. C'est effroyable. Alors, sa mère, Jocaste, voyant ce tableau terrible, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle part se pendre. Il y a des morts sans arrêt dans Édipe. Hein. Ça crève de tous les côtés. Hein. C'est épouvantable. Hein. Le drame d'Édipe, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Franchement. Hein. Alors, Lacan, par rapport à ça, par rapport aux yeux d'Édipe par terre, il en parle et de manière assez extraordinaire. Il le dit, c'est page 240, je crois, de votre bouquin. Oui, c'est page 240 de votre bouquin. Ça, c'est un passage qu'il faut absolument que vous lisiez, que vous relisiez. Un passage de Lacan sur cette aventure des yeux là, jetés par terre, parce que Édipe ne veut plus voir quelque chose qui est impensable. Il ne veut plus le voir. Et donc, il dit ceci, Lacan. Il voit ses propres yeux boursouflés de leur tumeur vitreuse. Il dit tumeur vitreuse. Normalement, on dit l'humeur vitreuse. Hein. Quand on parle en termes d'ophtalmo, on dit l'humeur vitreuse, c'est-à-dire l'espèce de liquide qu'on a à l'intérieur de l'œil, vous savez, hein, qui quelquefois nous donne des hypertensions qu'on appelle des glaucomes. Vous savez, hein, le globe oculaire, à l'intérieur, il y a une espèce de liquide visqueux qui s'appelle l'humeur vitreuse. Mais Lacan, il ne la nomme pas comme ça, il dit il voit ses propres yeux boursouflés de leur tumeur vitreuse au sol, confus amas d'ordures, après les avoir arrachés de leur orbite, d'avoir voulu savoir. Hein. Je vous relis encore cette phrase parce qu'elle est extraordinaire hein, chez Lacan, moi je trouve. Hein. Il voit ses propres yeux boursouflés de leur tumeur vitreuse au sol, confus amas d'ordures, après les avoir arrachés de leur orbite, d'avoir voulu savoir. Oui, il a voulu savoir quelque chose qu'il n'avait pas à savoir. Il a voulu savoir ce qu'était le réel, d'une certaine façon. Il a voulu savoir l'innommable, hein, l'impossible. Et donc, ses propres yeux par terre lui renvoient, si vous voulez, cette image de l'impossible. Et Lacan dit ceci, il y en a même qui disent que c'est à ce moment-là qu'Édipe est devenu voyant. Oui. Il y en a même qui disent que c'est à ce moment-là qu'Édipe est devenu voyant. De fait, c'est à ce moment-là qu'il est devenu clairvoyant. C'est quand il s'est arraché les yeux qu'il a su qu'il avait couché avec sa mère et qu'il avait tué son père. Donc il est devenu clairvoyant à ce moment-là. Donc c'est un paradoxe hein, étonnant. Hein. Et donc ses yeux par terre le regardent d'une certaine façon d'un regard effroyable, parce que ses yeux par terre, c'est le réel, c'est l'objet qui représentifie le réel,
et qui le regardent et qui lui disent « Mon pauvre vieux, qu'as-tu fait? Mon pauvre yeux, qu'as-tu fait ?» qu'on ne peut pas expliquer. Hein, qu'on ne peut pas expliquer. C'est-à-dire qu'Édipe, ce n'est pas un refoulement qu'il a fait. Un refoulement, on en fait tous les jours. Hein. Quand quelque chose nous gêne, quand quelque chose nous a embêtés dans une journée. Vous avez une journée que vous passez tranquillement à la fac, par exemple, hein, puis tout d'un coup, vous avez une certaine angoisse, vous avez peur de quelque chose, un cours vous fait peur, ou un prof vous fait peur, ou une autre personne vous fait peur. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, ce souvenir-là qui vous gêne, vous allez le refouler, c'est-à-dire vous allez l'oublier. Hein, vous allez l'oublier. Et donc, c'est possible de faire ça. On fait des oublis comme ça et des refoulements tout le temps. On appelle ça des compromis névrotiques. Heureusement qu'on en fait. Parce que sinon, les journées que l'on passe tous les jours sur ce bas monde seraient peut-être difficiles si on ne faisait pas de compromis et si on ne refoulait pas. Donc on refoule tout le temps, mais Édipe, il ne refoule pas. Ce n'est pas de cet ordre-là, hein. Il ne refoule pas. C'est de l'ordre de la dénégation. C'est-à-dire que pour Édipe, c'est tellement impossible, cette histoire-là, que pour lui, ça n'a pas existé, ça ne peut pas avoir existé. C'est ça ce que Freud et Lacan appellent la dénégation. Hein? Ce n'est pas le fait de nier quelque chose, c'est beaucoup plus fort. Ce n'est pas de dire simplement « non, ce n'est pas vrai ». C'est le fait de dire « ça n'a pas existé ». Ça n'a pas existé. Et Édipe, lors de l'acmé de son angoisse, il se met dans cette situation intellectuelle de se dire « ce que l'on me dit là, que j'ai fait, ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. C'est impossible. C'est impossible. » Alors, avec le temps qui va passer, il va finir par se rendre compte que... alors, oui, je vous dis cela parce que pour illustrer l'angoisse, il n'y a pas mieux que ça. Hein. Lacan disait, le réel est toujours là à sa place, est là toujours à sa place. Eh bien, Édipe, il s'en est rendu compte, pas qu'un beurre, hein, pas qu'un beurre, parce qu'il s'est tapé dedans quelque chose de terrible quand il a su son parcours, quand il a su la vérité. Et il s'est heurté dans le réel, il n'a rien pu en faire, parce que le réel, on ne peut rien en faire. Comme je dis, on ne peut pas en faire de brassée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, dans un premier temps, il a fait une dénégation. C'est-à-dire qu'il l'a nié au point de la renier et de la rendre inexistante, de la placer du côté de l'inexistant, de ce qui n'est pas symbolisé. Il a refusé de la symboliser, hein, cette action-là. Mais après, avec le temps qui a passé, il a fini par l'agréger, l'agréer, la coopter, si je puis dire, plus ou moins. Et puis, la queue basse et la tête basse, il est parti avec sa sœur. Et c'est la deuxième tragédie de Sophocle, hein, parce que la première, c'est Édipe. Et puis la deuxième tragédie de Sophocle, c'est Édipe à Colonne. Il est parti à Colonne. Et Colonne, c'est une ville qui se trouve aussi au sud de la Grèce, et c'est la banlieue d'Athènes, en fait. Hein. C'est un quartier d'Athènes qui existe toujours. Hein. Vous pouvez aller à Colonne encore aujourd'hui. Hein. Alors vous allez trouver des buildings et tout ça, et vous n'allez pas trouver la tombe d'Édipe. Hein. Non. Mais c'est là pourtant qu'il est allé. Avec qui? Avec sa sœur Antigone. Quand vous voyez les tragédies Antigone, ça raconte ça. Hein. Sa fille. Oui. Sa fille lui prend le bras, hein, et lui dit « Papa, tu ne vois plus rien, tu es aveugle, et je vais t'amener à Colonne parce que je pense que le roi de Colonne va t'accepter pour ta sépulture. Parce qu'à Thèbes, ils n'en veulent plus. À Thèbes, ils lui disent « Mais fous le camp, hein, on ne veut plus de toi, tu es une horreur. Tu as tué ton père, tu as couché avec ta mère, tout ça, tu as fait des enfants avec ta mère. Tu nous as amené la malédiction, la peste, c'est ta faute, la peste, c'est à cause de toi. Donc tu dégages. » Donc il s'en va, il est meurtri. Hein. Même ses fils lui disent de dégager. Hein. C'est-à-dire Polynice et puis Éthéocle lui disent va-t'en, papa. Après, il les revoit, ils reviennent. Ses fils, ils ne sont pas clairs. Hein. Ils meurent, ces deux fils. Hein. Dans l'histoire, ils meurent, ils s'entretuent. Parce qu'au départ d'Édipe, il n'y a plus de roi. Donc les deux fistons, Polynice et Éthéocle, ils veulent tous les deux être rois. Alors ils se battent et ils se tuent l'un à l'autre. Voilà, tout ce qui arrive. Ils sont un peu des couillons. Quoi. Ils sont un peu des couillons. D'ailleurs, Édipe ne les aime pas du tout. Édipe les engueule. Hein, il leur dit que ce sont des abrutis. Enfin, peut-être pas comme dans ces termes-là, mais à peu près quand même. Hein, à peu près quand même. Hein. Il dit qu'ils ont des conduites stupides, etc. Et que voilà, il les renvoie. Allez vous battre ailleurs, etc. C'est ce qu'ils font et ils s'entretuent et ils n'existent plus. Vous voyez qu'il y a des morts en pagaille, hein, dans ce feuilleton-là, édipien.
Et donc, il va à Colonne avec Antigone, qui le tient par le bras, puisqu'il ne voit rien, et il rencontre Thésée. Il rencontre Thésée, qui est le roi de Colonne, qui est bienveillant. Non, Thésée est le roi d'Athènes, excusez-moi. Le roi d'Athènes, Colonne, c'est qu'une banlieue d'Athènes. Hein. Thésée est le roi d'Athènes, carrément. C'est un roi important. Hein. Et donc, il demande à Thésée, est-ce que tu es d'accord pour que j'ai ma sépulture chez toi? Thésée, dans un premier temps, plutôt bienveillant quand même, lui dit, mais oui, d'accord, mais ça pose quand même un peu de problème, parce que tout ce qui t'est arrivé quand même, c'est un petit peu difficile par rapport à Thèbes, etc. Mais enfin, alors Oedipe lui dit ceci. Oedipe lui fait une sorte de prophétie. Il dit, mon cher Thésée, si tu acceptes que ma sépulture soit là, dans ta ville, eh bien, je veillerai sur terre, sur Athènes pour l'éternité. Et Athènes sera prospère et sereine pour l'éternité si tu m'acceptes dans ta terre. Voilà, littéralement. Et donc Thésée, bienveillant, il y a des chœurs et tout ça qui chantent dans la tragédie grecque, etc. C'est magnifique tout ça. Hein, il y a des envolées lyriques, c'est splendide. Et donc, les chœurs, justement, Édipe, il les renvoie, il dit aux chœurs, dégagez, vous les choristes, hein, parce que moi, je veux aller être enterré tout seul. Je ne veux pas qu'on me voie être enterré. Je veux être enterré de manière mystérieuse. Je ne veux pas qu'on sache comment je finis. Et donc, même Antigone, sa fille, n'a pas le droit. Elle voudrait y aller, Antigone. Hein. Il y a aussi Ismène qui est là. Hein. Il y a l'autre fille qui voudrait bien aussi en être de la sépulture, mais Édipe ne veut pas. Et donc, il consent seulement à ce que Thésée soit présent, mais que Thésée ne regarde pas. Et donc, en fait, on ne sait pas exactement. C'est ça le mystère, finalement, un peu angoissant aussi, hein, là, qui a un objet, c'est Édipe, hein, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment Édipe disparaît. Hein. Ça restera un mystère pour toujours. Sans doute rentre-t-il dans les entrailles de la Terre à Colonne, c'est ce que l'on pense, c'est ce que l'on est tenté de penser, mais on n'en est même pas sûr, parce que personne ne l'a vu, même pas Thésée. Thésée est là, mais il tourne le dos. Et donc, oui, pardon? Est-ce que vous auriez une explication de ce désir de mourir de manière mystérieuse? J'entends pas très bien. De désir de mourir où? De manière mystérieuse qu'on ne le voit pas. Qu'on ne le voit pas? Parce que il a quand même une forte culpabilité par rapport à ce qu'il a fait. Hein. Donc il veut mourir seul, il ne veut pas d'apparat, il ne veut pas qu'il y ait des chœurs, justement. Hein. Je vous l'ai dit à l'instant, hein, les chœurs, il leur dit, partez, dégagez, ne chantez plus, ne chantez plus. Je veux un silence absolu et je veux que personne ne voie quoi que ce soit. Parce qu'en lui, il y a une culpabilité foudroyante. Hein, et donc, il veut bien qu'Athènes ait une pérennité heureuse, mais il veut que lui s'en aille sans que personne s'en aperçoive et qu'on ne parle plus de lui. Voilà, hein, c'est tout, voilà, c'est ça. Je vous donne cette explication-là, vous en trouverez peut-être des plus subtiles, hein, vous en trouverez sûrement d'autres, mais moi je pense que c'est la plus vraisemblable, celle-là, par rapport à votre question. Hein. Mais c'est une bonne question parce que ce n'est pas évident, hein. C'est pas évident d'y répondre dans la mesure où on ne sait pas comment il a disparu, quoi. Hein. Mais il est allé à Colonne, ça on sait pourquoi, c'est parce qu'il savait que Thésée était plutôt quelqu'un d'accueillant aussi, de gentil, pas méchant, qui ne lui en voulait pas. Donc c'était à peu près le seul endroit où il pouvait aller, quoi. Hein. Donc voilà, il est parti dans un... Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de bruit du tout, hein. Il n'y a pas eu de fracas, on pourrait penser que quand il est rentré dans les entrailles de la Terre, il y a eu un fracas épouvantable, comme ça s'est passé en Turquie, vous savez, là il y a la Terre qui s'ouvre, et il y a des bruits effroyables de craquements, des morceaux de terre qui s'arrachent les uns aux autres. Et bien sûr, là, il n'y a rien, pas du tout. C'est un silence absolu et personne ne voit rien. Voilà. Et c'est la fin d'Édipe. Oh là là, j'ai dépassé l'heure, moi. Il faut que je m'arrête là. Et donc, voilà, je n'ai pas dit tout ce que j'aurais voulu vous dire. Enfin bon, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est toujours la même chose. Hein. Ça n'a aucune importance. Je vous ai quand même dit l'essentiel. Et donc, on se retrouve dans 15 jours sur un chapitre qui s'appelle « Aphorisme sur l'amour ». On va parler d'amour. Je ne l'ai pas encore lu, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Mais c'est ça qu'on va faire la prochaine fois. Donc, merci de votre présence et dans 15 jours.